Bonsoir à tous. Pour ce journal de 19h, nous sommes installés dans la salle des conférences, ambiance enflammée aujourd'hui au Sénat à l'occasion du discours que le Premier ministre est venu prononcer. Voici les titres donc du jour. Le Sénat d'abord, invité par Jean-Marc Ayrault à prendre toute sa part dans le redressement. Le Premier ministre a rappelé que c'est ici que le changement avait été lancé en septembre 2011 avec le basculement du Sénat à gauche. Langage de vérité sur les comptes, mais aussi sur la fin dans 2 ans du cumul des mandats, perspective qui n'enchante pas nombre de parlementaires socialistes également élus à la tête d'une collectivité locale. La rigueur qui ne dit pas son nom, la nouvelle étape de la décentralisation, l'appel à la mobilisation de tous les talents, les réactions de nos 5 invités sur ce plateau, PS, Verts, UMP, Centriste, PCF, Laurence Rossignol, Esther Benbassa, Jean-René Le Serre, Hervé Moret et Michel Billoux. Une longue pratique de l'Assemblée nationale pour le Premier ministre. Il a siégé un quart de siècle à l'Assemblée nationale. Une plongée donc aujourd'hui en terre inconnue. Pour lui, le Sénat, le Premier ministre entend s'appuyer, il l'a dit, sur la situation inédite, reconnaît-il, qui conjugue une majorité de gauche dans les 2 assemblées. Le moment le plus délicat pour le Premier ministre fut l'affirmation de la fin du cumul des mandats dès 2014. Nous allons en parler dans un instant, notamment avec nos invités qui pourront réagir. Mais je vous propose tout de suite de prendre le pouls du débat qui a suivi l'intervention du Premier ministre qui a repris peu ou prou son discours de politique générale que l'on avait déjà entendu ici hier, prononcé par Laurent Fabius. Alors le président de la République, lui, aime à se présenter comme un président normal, avec un gouvernement normal. Alors faites-nous une politique normale, avec une dette normale, une fiscalité normale. Et c'est comme cela que nous aurons une croissance normale, une économie normale et une Europe normale. Je suis très fier et très content que nous ayons enfin tourné la page de ce quinquennat de brutalité, d'injustice et de discrimination. D'un quinquennat où les Français furent sans vergogne dressés les uns contre les autres. D'un quinquennat qui s'est achevé ouvertement à l'extrême droite sur une campagne empoisonnée de vindicte et de haine à l'égard des pauvres, des étrangers et des musulmans. Alors les leçons, ça va, c'est plutôt les excuses qu'on attend. Danton disait « il faut savoir dire l'âpre vérité ». C'est un beau mot. C'est ce que vous avez fait, Monsieur le Premier ministre. Montesquieu avait raison, finalement. Oui, vous le connaissez bien. Le plus grand mal, disait-il, le plus grand mal que fait un gouvernement n'est pas de ruiner son peuple. Il y en a 1000 autres plus dangereux. C'est le mauvais exemple qu'il donne. Et c'est ce que vous avez fait pendant 5 ans. Voilà. Voilà, et auparavant, le discours du Premier ministre fut tout de même moins perturbé qu'hier à l'Assemblée nationale. Moment délicat pour Jean-Marc Ayrault, l'affirmation de la fin du cumul des mandats, donc, et cela dès 2014, alors que les radicaux de gauche, partenaires de la majorité, ne cachent pas leur opposition au principe de sénateurs hors sol, comme ils disent, c'est-à-dire coupés des collectivités locales. Ils sont rejoints dans leurs réserves par des élus socialistes. Elisa Berthelomé. Il sera mis fin au cumul entre un mandat de parlementaire et l'exercice de fonctions exécutives locales pour que cela soit effectif et applicable avant 2014. Applaudissements nourris du côté des écologistes, moqueries sur les bancs de la droite, hésitation chez les socialistes. Le Sénat est loin d'être favorable à la limitation du cumul des mandats. Et pour cause, nombre de sénateurs sont présidents de régions, de départements ou maires d'une grande ville. Lyon, Marseille, Dijon. Argument des élus, le Sénat représente les collectivités locales. Pas question donc pour les sénateurs de se couper des territoires. Ce qui empêche un parlementaire de faire du travail de bonne qualité, c'est d'être coupé des réalités du terrain, de passer sa vie à Paris et de ne plus savoir ce qui se passe chez lui, de ne plus savoir ce que pensent et ce que souhaitent nos concitoyens et de ne même plus savoir pour un sénateur ce qu'est une collectivité alors que nous représentons les communes de France. Les discussions sur le texte s'annoncent donc houleuses. La majorité sénatoriale est loin d'être unanime. Si les écologistes y sont réellement favorables, les radicaux refusent de voter la moindre limitation du nombre de mandats. Les socialistes, eux, sont partagés. Le projet de loi il va être voté l'année prochaine, c'est pas cette année. D'ici là, on aura fait valoir tous nos arguments. Je sais bien qu'aujourd'hui, la demande citoyenne est vers le mandat unique. Encore, je le modère, parce que
C'est sans doute une demande des militants. Moi, je n'ai pas entendu tous les jours sur le terrain les citoyens me demander le mandat unique. Pourtant, selon un récent sondage, 92% des Français sont pour limiter le nombre de mandats. Les principaux concernés sont loin d'atteindre cette proportion. Et puis, autre annonce qui a fait réagir, le Premier ministre a redit qu'il entendait frapper plus fort au portefeuille les communes qui ne construisent pas assez de logements sociaux. Les pénalités seront en effet multipliées par 5. Mais dans le même temps, il a repris la promesse électorale de François Hollande. L'État donnera des terrains pour construire. On sait que les communes manquent de foncier. Jérôme Rabier. Pour réussir à construire 150 000 logements sociaux, le gouvernement n'hésite pas à hausser le ton face aux communes récalcitrantes. Jean-Marc Ayrault est venu le rappeler aujourd'hui au Sénat. Il y a encore des résistances. Il y a toujours une bonne raison. Parfois, il y a eu des tentations parlementaires pour limiter les obligations. Eh bien, le gouvernement fera des propositions qui imposeront une sanction plus forte, j'ai dit multipliée par 5, pour ceux qui ne respectent pas la loi, qui ne respectaient bien, le fassent aussi. La loi SRU oblige chaque commune à avoir 20% de logement social dans son parc immobilier. Pourtant, les pénalités sont encore loin d'être dissuasives. En 2011, elles devaient rapporter 75 millions d'euros, mais un système de dérogation a ramené la somme à 31 millions. Certaines communes très en retard quand la loi est passée en l'an 2000 font toutefois des efforts. C'est le cas notamment au pavillon Sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Lorsque j'ai été élu maire, il y avait 7% de logements sociaux. Nous allons atteindre les 13% l'année prochaine, en respectant les objectifs fixés par la loi. Donc j'ai envie de dire qu'on nous foute la paix à partir du moment où nous démontrons, chaque période de 3 ans, que nous faisons ce que la loi nous demande. Car s'il faut tendre vers 20% de logements sociaux partout, la loi initiale prévoit 2022 comme date butoir. La mise à disposition gratuite des terrains appartenant à l'État, promise par le nouveau gouvernement, devrait contribuer à accélérer la cadence. Voilà, nos invités sont en place donc pour commenter les premiers pas du Premier ministre ici au Sénat aujourd'hui. Premier pas suivi par Mounir Soussi. Avant son grand oral, le Premier ministre revoit ses notes. Guidé par le président du Sénat, Jean-Marc Ayrault, pur produit de l'Assemblée nationale, fait ses premiers pas au Palais du Luxembourg, une terre presque inconnue pour le chef du gouvernement. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis heureux d'abord de vous saluer. Je dois dire que pour moi c'est assez impressionnant, c'est la première fois que je parle devant cette haute assemblée. Plus disciplinés que leurs collègues députés pendant le discours, une fois sortis de l'hémicycle, les sénateurs de l'opposition ont déjà des reproches à adresser au chef du gouvernement. Que dès le départ, il n'a pas voulu nous considérer au niveau où il devait nous considérer. Nous sommes la Haute Assemblée. Il devait demander un vote à tous les sénateurs sur son discours de politique générale. Il ne l'a pas fait et à partir de là, tout a, j'allais dire, foiré. Et il aura réussi son examen de passage quand il montrera des vrais signes de respect à l'égard du Sénat. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'en refusant de faire voter le Sénat pour des raisons purement politiciennes et de tactique interne. Pour saisir les codes et les coutumes du Sénat, Jean-Marc Ayrault pourra compter sur les conseils d'anciens de la maison, aujourd'hui au gouvernement. Il y a en général une approche plus, on va dire, subtile que dans d'autres chambres. Il faut bien connaître les rouages, les équilibres politiques qui sont beaucoup plus fins qu'ils ne le sont à l'Assemblée nationale. Car s'il dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale, le Premier ministre devra composer avec toutes les sensibilités de ses alliés. Ici, la majorité ne tient qu'à 8 voix près. Voilà, la teneur du discours de politique générale a fait dire que Jean-Marc Ayrault, en fait, faisait surtout du Hollande, puisqu'il a repris l'essentiel des 60 propositions du chef de l'État, François Hollande, qui, notons-le, aujourd'hui s'est rendu à bord du terrible, le sous-marin nucléaire, qui se trouve en ce moment au large de la Bretagne, de retour d'une patrouille. Manière pour le chef de l'État, aujourd'hui, de réaffirmer l'attachement de la France à la force de dissuasion nucléaire. Nous interrogerons Esther Benbassa sur ce point tout à l'heure. Avec moi pour l'instant, donc, je vous l'ai dit, Laurence Rossignol pour le Parti Socialiste, Hervé Maurey pour les centristes, Jean-René Le Serre pour l'UMP et Michel Billoux pour le Parti communiste français. Bonsoir à tous. Jean-Marc Ayrault, vous l'avez entendu, a lancé un appel à tous pour le redressement du pays. Comment est-ce que vous le recevez, par exemple, Monsieur Le Serre ?
c'est le Premier ministre de la France. Oui. Moi, je souhaite que la France réussisse. Donc, il va de soi que l'opposition sera une opposition, certes vigilante, mais extrêmement constructive. Donc, bien sûr, tout ce que l'on pourra faire pour aider au redressement de la France dans cette période difficile, on le fera. Il y a déjà des points qui pourraient appeler votre soutien, par exemple, dans ce que vous avez entendu? Alors, vous savez, il y a beaucoup de transversalité dans les formations politiques sur un problème comme le cumul des mandats, par exemple. Moi, j'entends effectivement qu'il y aurait un clivage droite-gauche. Je n'en suis pas convaincu. Moi, Il y a peut-être des clivages au sein même de la gauche, mais on va en parler dans un instant. Et au sein de la droite, moi j'avais voté avec mes pieds, j'étais maire d'une ville de 40 000 habitants et j'étais élu au Sénat, je me suis estimé ou trop peu intelligent ou trop peu courageux pour faire les deux et j'avais démissionné de mes fonctions de maire. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attaquer qu'aux parlementaires. Il y a aussi des collègues que je connais bien qui sont à la fois conseiller général ou régional, maire d'une ville importante, président d'intercommunalité. Là aussi, il y a un cumul de mandats qui aujourd'hui, je crois, pour la population est inacceptable. Et où en fait, ce sont les collaborateurs qui vont le travailler. On en reparlera de ce cumul des mandats. Appel à tous pour le redressement du pays. Michel Billoux, comment recevez-vous cet appel? Est-ce que vous êtes prêt à y répondre à votre façon, vous, du côté du Parti communiste? Bien entendu, appel au redressement du pays, appel au changement aussi. C'est un engagement de François Hollande et donc de Jean-Marc Ayrault. Et nous sommes tout à fait prêts à ce que la nouvelle majorité réussisse. Donc nous l'accompagnerons à chaque fois que nécessaire pour prendre des mesures audacieuses. Et puis nous serons à chaque fois que nécessaire, mais du côté du Premier ministre, on vous dira que toutes les fois seront nécessaires. Oui, mais la question est de savoir quelles seront les dispositions qui seront proposées. Donc nous accompagnerons de façon lucide et efficace, nous le souhaitons. Avec une part donc d'esprit critique qui pourrait vous amener à ne pas soutenir certaines décisions. Et nous sommes clairement dans la majorité politique, nous ne sommes pas dans la majorité gouvernementale, ça n'a échappé à personne que nous pouvons déjà nourrir quelques petits points de désaccord, mais nous pensons que nous allons tous ensemble réussir à les dépasser peut-être. Aujourd'hui, vous accordez votre confiance au Premier ministre ou vous vous abstenez? Nous nous sommes abstenus à l'Assemblée nationale et notre groupe au Sénat, si vous avez consulté, nous nous serions abstenus également. Pareil. Hervé Moret, pareil, qu'est-ce que vous répondez à l'appel du Premier ministre? Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que le Sénat était invité à prendre toute sa part dans la politique de redressement voulue par le gouvernement. J'ai cité le Premier ministre. Tout à fait, non mais je ne vous en fais pas grief. J'observe que ça commence très mal puisque, effectivement, le gouvernement, le Premier ministre n'a pas cru bon de demander un vote de confiance au Sénat, contrairement à ce qu'avaient fait la plupart de ses prédécesseurs. Et donc j'y vois une marque de mépris pour notre Haute Assemblée. En même temps, je comprends l'attitude du Premier ministre parce que ce qui était très intéressant dans le débat aujourd'hui, bien plus que l'intervention du Premier ministre qui, comme vous l'avez rappelé, était un peu une redite de ce qu'il avait dit hier à l'Assemblée, c'était d'écouter les représentants, heureusement, c'était d'écouter les représentants des différents groupes et on voyait bien que le gouvernement n'a pas de majorité réelle au Sénat. Parce qu'entre les communistes qui trouvent qu'il y a trop d'Europe, les écologistes qui trouvent qu'il y a trop de croissance, les radicaux de gauche qui sont contre le cumul des mandats et qui aimeraient, eux, plus d'Europe alors que les communistes en voudraient encore moins, on voit bien que le gouvernement n'a pas de majorité au Sénat. Et de ce point de vue-là, je trouve que le débat d'aujourd'hui était extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez vécu... Sur le cumul des mandats dont on parlera tout à l'heure... Le cumul des mandats, on a déjà parlé, Jean-René Le Serre a déjà allumé la mèche. Je vous fais aujourd'hui déjà le pari qu'il n'y aura pas de majorité au Sénat pour voter Pas de majorité. Alors, Laurence Rossignol, est-ce que vous pouvez rassurer d'une certaine manière l'opposition qui s'interroge sur la fragilité de votre majorité ici au Sénat? Et d'abord, est-ce que c'est une marque de mépris que de ne pas avoir organisé de vote à l'issue du discours de politique générale? Je vais d'abord essayer de rassurer les Français et les téléspectateurs qui nous regardent avant de rassurer l'opposition. D'abord, il n'est pas prévu dans la Constitution de demander un vote au Sénat. Et puis, je rassure les Français d'une autre façon. Ce gouvernement dispose d'une large majorité très solide à l'Assemblée nationale. Et nos institutions sont faites de telle façon comme autrefois le dernier mot. Que ce gouvernement peut s'appuyer sur le Parlement. Au Sénat, notre majorité est plus compliquée, elle est plus constructive, elle est l'objet à chaque fois de discussions, d'élaboration commune, mais c'est une majorité solide. Je crois qu'hier, l'UMP et la droite ont tenté un petit coup hier après-midi en fin de séance en demandant un vote sur l'ordre du jour du Sénat. Et ils espéraient à ce moment-là fissurer un petit peu la majorité sénatoriale. Et puis ils ont échoué. La majorité sénatoriale a vu de quoi il s'agissait et elle a affirmé hier après-midi qu'elle était unie. C'est un avertissement pour vous, Michel Billoux, donc si je suis votre collègue socialiste. Nous discutons. Hein, on se dit que vous pourriez être un petit peu
orchestré, manipulé justement par l'opposition alors contre votre partenaire naturel. Nous avons montré hier que nous ne laisserons certainement pas manipuler par ceux qui nous ont conduits dans cette situation aujourd'hui. Et juste puisque j'ai le micro, pour dire à mon collègue Hervé Moret que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Europe de la finance et pour davantage d'Europe sociale. Alors aujourd'hui, Michel Billout, donc tout l'argumentaire du Premier ministre sur le redressement et sur la rigueur, même s'il récuse le mot, porte justement sur les exigences européennes en matière de déficit. Est-ce que cela, vous l'acceptez ? Écoutez, il y a une situation financière de notre pays qui est très grave. Effectivement, il y a 10 ans au moins de gestion pour le moins problématique qui ont tari toute une série de recettes fiscales par des politiques d'exonération relativement importantes. Donc nous savons que la situation est difficile. Pour autant, nous pensons que trop d'austérité tuera la croissance, que ce qui a été décidé hier à Bruxelles n'est pas suffisant en termes de plan de croissance. Donc nous continuerons d'aider sans doute à ce que des dispositions soient prises. Je pense qu'il faut revoir le rôle de la Banque Centrale Européenne. Oui. Je pense que ce sont des mesures plus courageuses sans doute qu'il faut prendre. Nous concevons que ce soit difficile aujourd'hui, mais nous agirons pour davantage d'audace. Vous l'acceptez, donc vous concevez que c'est difficile aujourd'hui. François Rebsamen a parlé d'un rattrapage fiscal nécessaire. Jean-Claude Gaudin, lui, a dénoncé un choc fiscal. On va voir ce qu'il en est pour cette année, pour 2012, donc, puisque le gouvernement, au Conseil des ministres ce matin, a confirmé donc les hausses d'impôts de quelques 7 milliards d'euros, effort qui portera essentiellement sur les entreprises et les ménages les plus aisés. Sophie Normand. 7 milliards d'euros à trouver en 2012, principale cible des efforts demandés, les ménages les plus aisés et les entreprises. La principale mesure en matière de hausse d'impôts, c'est la contribution exceptionnelle payée cette année par les redevables de l'ISF en plus des sommes déjà dues. Une surtaxe qui devrait rapporter plus de 2 milliards d'euros en 2012. Fiscalité également alourdie pour les grosses successions et les donations. Les revenus immobiliers des non-résidents seront eux assujettis aux prélèvements sociaux. Comme attendu, la TVA sociale qui devait entrer en vigueur le 1er octobre sera abrogée. Mais la hausse de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine est maintenue, ce qui rapportera 800 millions d'euros en 2012. Les entreprises, et d'abord les plus grosses, sont également mises à contribution. L'anticipation du versement de la contribution exceptionnelle ou encore des taxes spéciales sur les secteurs bancaires et pétroliers viennent remplir les caisses de l'État. C'est aussi la fin annoncée de l'exonération de cotisations sociales pour les heures supplémentaires. Seules les entreprises de moins de 20 salariés sont épargnées pour un total de 980 millions d'euros de recettes en 2012. Quant aux dividendes distribués aux actionnaires, ils seront dorénavant taxés à hauteur de 3%. Voilà, nous nous retrouvons avec nos invités. Donc Esther Benbassa pour les Verts qui a remplacé Michel Billout. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jean-Marc Ayrault, donc je le disais, récuse l'austérité. Nous n'en voulons pas, a-t-il lancé tout à l'heure à la tribune donc, du Sénat. Ce serait l'appauvrissement des plus pauvres et des classes moyennes. Messieurs de l'opposition, est-ce que vous avez des craintes en la matière? Est-ce que le Premier ministre dit vrai pour vous, Monsieur Le Serre? Si vous voulez, c'est très bien de dire qu'on récuse l'austérité, mais ça n'empêche pas de faire une politique de rigueur. Moi, lorsque je regarde effectivement la politique qui nous est annoncée, ça me rassurait plutôt d'ailleurs. Je trouve beaucoup de continuité avec la politique précédente, qu'il s'agisse de la diminution du nombre des fonctionnaires, qu'il s'agisse effectivement de diminuer un certain nombre de dépenses, qu'il s'agisse de créer des impôts nouveaux. Et on amuse un petit peu la galerie, si vous voulez, avec des impôts nouveaux qui frapperont certes les classes les plus importantes, les plus riches, mais on sait très bien que ceux qui paieront la plus grande part, ce seront les classes moyennes. Plus tard. Pour 2013. Pour 2013, en étant optimiste. Hein. Alors, Esther Benbassa, sur ce point d'abord, sur ce point fiscal. Bon, écoutez, non, je trouve que c'est une bonne proposition. On va continuer à attendre et à voir. Oui. Alors, Hervé Moret, sur le choc fiscal qui est dénoncé par l'opposition. Oui, moi je trouve que le gouvernement fait un petit peu le grand écart. À la fois, il semble découvrir la situation de crise, la situation des finances publiques, et il fait le grand écart parce qu'à la fois, il dit qu'il faut maîtriser les finances publiques, sans quoi il a évidemment tout à fait raison et on ne peut que le soutenir en la matière, et en même temps, il a pris déjà, depuis sa mise en place, un certain nombre de mesures qui creusent ces déficits, telles que la retraite à 60 ans par exemple, ou les embauches de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Donc je trouve qu'il y a un peu une situation de grand écart. Et dans les mesures qui ont été annoncées ce matin, moi celle qui me gêne le plus, c'est l'annonce de l'abrogation de la TVA anti-délocalisation,
parce qu'on sait très bien, ça a été souligné par tous les experts et encore récemment par l'inspection générale des finances, que le problème de la France, c'est la compétitivité des entreprises. Et c'était l'objectif de cette TVA anti-délocalisation, de renforcer la compétitivité des entreprises. Et la première mesure que prend le gouvernement, c'est d'annoncer la suppression. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas un bon signe pour la compétitivité de nos entreprises et donc de notre économie. Laurence Rossignol, sur ce point, sachant que la question de la compétitivité des entreprises françaises sera abordée lors de la conférence sociale la semaine prochaine. Alors peut-être qu'il y aura des choses à ce moment-là. On en reparlera à ce moment-là. On en reparlera à ce moment-là, c'est sûr. Voilà. Moi, non, je vais réagir. Le choc fiscal pour les Français, il a eu lieu entre 2007 et 2012. 600 milliards de dettes supplémentaires, le bouclier fiscal, l'allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune, et puis aussi la TVA en fin de mandat. Le choc fiscal, c'est celui d'avoir vu les plus aisés, les plus riches, et ils sont très riches, très très riches, on ne parle pas de classe moyenne, de quel niveau de revenu parlons-nous? D'avoir vu ces Français-là participer moins à l'effort national, et la hausse de la TVA, quelles que soient les bonnes intentions que vous mettiez derrière, qui restent encore à démontrer en termes d'efficacité, c'est avant tout l'impôt le plus injuste, parce qu'il frappe tout le monde, quels que soient ses revenus, et tout le monde a besoin d'acheter la même chose tous les jours ad minima. Donc, ce choc fiscal, il était hier. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le gouvernement remet de la morale et de la justice fiscale en France, et c'était bien nécessaire. Jean-René Le Serre, là on nous rappelle que les 7 milliards du jour se rajoutent aux 15 qui avaient effectivement été votés par l'UMP, Jean-René Le Serre. Ça, c'est l'héritage en quelque sorte fiscal de votre Premier ministre. Bien sûr, mais ça, si vous voulez, c'est la ritournelle de l'héritage. Elle va durer effectivement à peu près 6 mois. Mais au bout de 6 mois, elle ne sera plus crédible. Aujourd'hui, effectivement, la gauche est devant ses responsabilités. La situation qui est la sienne est à la fois une situation confortable dans la mesure où elle maîtrise tous les leviers de commande. C'est aussi une situation qui n'acceptera plus l'ambiguïté. Car si l'on réussit, ce sera grâce à eux. Si l'on échoue, ce que je ne souhaite pas, ce sera de leur faute. Et alors, Esther Benbassa, on aimerait vous entendre maintenant. Est-ce que vous avez trouvé que le discours souffrait d'un manque de vision globale? C'est ce que dit votre ami Pascal Durand, qui est le nouveau patron des Verts aujourd'hui. Écoutez, il a le droit d'interpréter. Moi aussi, j'ai le droit d'interpréter. Je trouve que c'est un projet très ambitieux. Moi, personnellement, je dirais que le seul problème, enfin un des seuls problèmes, c'est quand même que les problèmes sociétaux ne sont pas dominants. Et là, c'est ma seule réserve. Je crois que... Ceux pour lesquels vous militez ou vous engagez? Pas seulement, mais enfin, je pense qu'on devrait avoir plus de... parler un peu plus de toutes ces questions qui concernent aussi bien l'immigration. Enfin, même si on a parlé du droit de vote, on est passé quand même très rapidement, le droit de vote des étrangers. On pourrait peut-être accélérer aussi la loi sur le mariage universel, parce que je trouve que 2013, c'est loin. Oui, parce que moi, je suis en train de préparer une loi pour dans quelques jours. Bon, je trouve que c'est un peu loin. Et puis, voir aussi un peu les territoires. On n'a pas beaucoup parlé de ces territoires. Enfin, c'est le mot que je n'aime pas trop. Je dirais des banlieues. On a parlé d'éducation, on a parlé de l'éducation pour les défavorisés, mais ce serait utile aussi de regarder plus loin, de parler davantage de la diversité, du dégrippage social, parce que l'ascenseur est coincé quand même. Ce sont des questions qui, moi, peut-être m'interpellent, donc je suis plus sensible, mais je pense que ce sont des questions très utiles. On n'a pas non plus parlé du contrôle d'identité au faciès. Enfin, nous sommes en discussion ces temps-ci. Mais on sait que le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur ne sont pas forcément d'accord. Oui, mais enfin bon, ils vont finir par se mettre d'accord quand même, je l'espère. Peut-être pas dans le sens que vous souhaitez, c'est cela. Si, mais là c'est le moment de grâce, là il faut faire passer ces lois. Mais il y a des gens qui ont voté quand même pour la gauche. Ce sont les banlieues qui ont voté massivement, à 54%, pour la gauche. C'est un public qui attend énormément du nouveau gouvernement pour
évoluer, pour changer, évoluer dans le sens social, changer, avoir quelques acquis. Et je crois qu'il faut ouvrir la société de plus en plus à la diversité. Tout cela n'a pas été énoncé clairement, mais je suppose que ça va venir. Je suis une optimiste et je me dis que... Et vous êtes là pour le rappeler, hein, oui, je suis Dernière là pour question le rappeler. à tous. Est-ce que vous pouvez répondre brièvement? Quelle serait selon vous la mesure marquant la nouvelle étape annoncée de la décentralisation? Madame Rossignol. Il reste 20 secondes pour tous. Il y a d'abord le transfert, de plus grand transfert de compétences, identification des pilotages des politiques territoriales, en particulier en matière de développement économique, appuyé sur la banque d'investissement et confier aux collectivités territoriales la transition énergétique. D'accord, Jean-Noël Le Serre. La clarification des compétences, mais j'ai peur qu'elle soit mal partie, puisque la meilleure façon de l'assurer, c'était le conseiller territorial. Hervé Moret. Écoutez, au risque de manquer d'originalité, c'est exactement ce que je voulais dire. On a besoin de plus de lisibilité dans les politiques publiques et dans les financements publics. Donc je suis partisan de la clarification des compétences et de la simplification des strates administratives et politiques. Voilà. Je trouvais quand même que le Premier ministre a parlé de la transition énergétique, de la biodiversité, et je trouve que c'est bien, des emplois verts. Enfin, aujourd'hui, il n'a pas parlé, mais hier, ils étaient dans le discours présenté par le... Pardon ? Il reviendra vous parler, aborder ces sujets de société. Mais merci ça a à été tous. énoncé quand même. Merci à tous. On termine cette édition avec les encouragements aujourd'hui de la Commission sur le contrôle de l'application des lois. 7 ans après son adoption, en effet, la loi renforçant l'égalité des droits des handicapés a permis de réels progrès en matière d'insertion professionnelle et en matière d'insertion scolaire également. Écoutons Isabelle Debré avec Anna Guillot. Il y a des avancées réelles, mais il y a encore quelques problèmes évidemment d'application. Par exemple, le nombre d'enfants handicapés qui sont aujourd'hui scolarisés, il y a 55 000 enfants supplémentaires, mais encore une fois, il y en a, on dit 20 000, mais peut-être, comme nous n'avons pas d'observatoire, peut-être plus, nous ne savons pas exactement, mais il y a encore des enfants scolarisables, des enfants handicapés scolarisables qui ne le sont pas. Oui, donc il reste effectivement beaucoup à faire pour que tous les enfants handicapés puissent suivre une scolarité normale. Nathalie Guilluard nous présente Loïc. Il vient de passer le bac à Paris et à l'issue d'un parcours identique à ses camarades. C'est dans 2 jours que Loïc aura les résultats du bac. Malgré son handicap, ce jeune homme de 18 ans, aujourd'hui en terminale S, n'a pas connu de rupture scolaire. Une scolarité normale, tout à fait normale, parce que j'ai pas senti un moment être mis en dehors oui, j'ai toujours senti être avec les autres élèves. Seules quelques réticences parfois de certains professeurs. Il y a certains qui, dès le début de l'année, quand ils savent qu'ils vont avoir un élève handicapé, ils se bloquent, ils se disent comment je vais faire, est-ce que je vais devoir ralentir mon cours, est-ce que je vais devoir faire des choses plus adaptées pour lui. Pour sa mère, chaque nouvelle étape scolaire de son fils est une remise en question. Maintenant qu'il quitte le lycée, comment ça va se passer dans l'établissement dans lequel il va aller? Donc c'est aussi un peu tout. On a eu 7 ans, j'ai envie de dire, assez calme, et où là tout est remis en question, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau est-ce qu'il va avoir un auxiliaire de vie dans son école, que ce soit au niveau de l'accessibilité des cours. Au lycée Lavoisier à Paris, là où Loïc est scolarisé depuis 7 ans, des installations ont été mises en place pour faciliter le déplacement des personnes handicapées. L'élève, s'il peut, ou l'auxiliaire. Voilà, donc ça se referme. Et ça descend. Mais pour certaines salles, les moyens ne sont pas là. Alors on fait avec. Le passage des fauteuils électriques n'est pas toujours possible entre 2 rangées. Donc à ce moment-là, il se retrouve sur une table qui est mise devant. Aujourd'hui, même si les conditions ne sont pas encore idéales, le lycée ne dispose que d'un ascenseur pour les élèves handicapés. L'intégration est réussie. Maintenant, au quotidien, dans la maison, on ne les remarque même plus. On ne les remarque même plus, les handicapés. Ils sont parfaitement intégrés. Il faut dire que nous, on a une longue culture quand même. On a plus de 10 ans d'intégration. Donc, je dirais presque qu'ils passent inaperçus, ce qui est le meilleur résultat, quoi. Même si la volonté de chacun est là, le manque de budget reste un frein à une scolarité enfin généralisée des enfants handicapés. Voilà, et Loïc, comme ses camarades, attend les résultats du bac. Merci à tous. C'est la fin de cette édition présentée dans la salle des conférences. Bonne soirée à tous, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Questions d'info. À demain.
y a 50 ans, le 5 juillet 1962, l'Algérie devenait indépendante. C'était un instant de bonheur de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme. C'était extraordinaire. Les leaders de la guerre racontent à Benjamin Stora et Jean-Michel Meurice comment leur vie a basculé. Nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé. Algérie, l'indépendance aux deux visages. Samedi à 15h15 sur Public Sénat.